On a déjà backtesté le Tradobull, on a vu que ça fonctionnait bien. Si vous l'utilisez n'importe comment et sur n'importe quoi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, au programme, l'analyse technique du jour, la préparation de la séance de lundi, les news, un backtest et nous allons commencer par les actualités comme d'habitude. Et ces actualités ont été plutôt fraîchement accueillies puisque c'est la décision ou le projet de Biden de vouloir augmenter l'impôt sur la fortune aux États-Unis qui a refroidi les investisseurs, ne sachant pas trop comment prendre la nouvelle. La mauvaise humeur s'est propagée à l'Europe, et même si les États-Unis ont finalement bien rebondi en fin de séance, notamment grâce à des statistiques du logement favorables, beaucoup de ventes de logements aux États-Unis, c'était déjà trop tard pour les marchés européens qui terminent en recul. Pas énormément, ça fait pas peur, 0,15%, mais voilà, la prudence a été de mise. Comme on peut le voir sur ce graphe, on reste quand même relativement proche de la résistance journalière. Pour aller la titiller, ce qui est tout à fait envisageable qu'il se produise, il faudrait reboucher ce gap. Attention, parce que la nature de ce gap est très importante. Selon que ce gap sera rebouché ou pas, il s'agira probablement d'un gap de rupture ou d'un gap commun. Je vous rappelle que si c'est un gap de rupture, c'est-à-dire si ce gap n'est pas comblé rapidement et qu'il met fin à la tendance haussière, on peut envisager qu'il s'agisse du début d'une baisse ou d'une latéralisation. Par contre, si ce gap devait être rebouché, il s'agirait sans doute d'un gap commun. Et lorsque les gaps communs apparaissent et sont rebouchés, c'est généralement des latéralisations et pas des baisses. Donc pour la suite des événements, il est très intéressant de savoir si ce gap sera rebouché ou pas. On n'a pas eu la force d'aller le tester vendredi. On remarquera également, mais j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle régulièrement, que pour l'instant le retracement des Fibonacci des 38,2% a mis fin à la baisse. Comme vous pouvez le voir, ça s'est vraiment joué comme de l'horlogerie suisse. On est venu chercher pile poil ces 38,2%, et le fait qu'on ait rebondi sur les 38,2% sans prendre la peine d'aller chercher le support journalier est suspect. Ça ne veut pas dire que ça va replonger, mais en tout cas si on arrive à clôturer au-dessus des plus hauts, c'est un signe de force et pas de bluff. Et là, on risque d'avoir une autre explosion haussière. On verra selon ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, et là encore, je le répète, c'est une lapalissade. Tant qu'on n'est pas clôturé au-dessus de la résistance qui a été créée le 19 avril, un retour sur le support journalier des 6069 est toujours plausible. Alors, maintenant, je remets par transparence la résistance mensuelle qui est toujours une résistance, vous l'avez compris. Les forces de rappel vers la zone en dessous de cette zone rouge sont toujours actives tant que on n'est pas à la fin du mois. Je vous remonte le graphe mensuel simplement pour que vous compreniez bien l'enjeu. Pour l'instant, on est en train de se battre pour passer au-dessus de cette résistance mensuelle qui a été créée, en fait, qui est un plus haut de 2007. Pour l'instant, c'est gagné, mais ce n'est pas encore joué. Je reviens sur mes données journalières. Et ce qui nous amène donc aux éléments de chandelier japonais. Alors, le chandelier japonais du jour est un chandelier d'incertitude. Cela se voit au fait qu'il y a une mèche haute et une mèche basse plutôt longue, disproportionnée par rapport au corps qui est extrêmement réduit. Et surtout, combiné à la bougie précédente, c'est un harami baissier. Alors, regardez cette succession ironique, harami haussier, harami baissier. Ça ne surprend qu'à moitié lorsque l'on sait que les haramis sont plus des signaux d'incertitude que des signaux haussiers ou baissiers eux-mêmes, puisque encore une fois, généralement c'est plutôt annonciateur d'une hésitation que d'une inversion de tendance. En tout cas, pour l'instant, la bougie Aiki Nashi du jour va dans le sens de l'incertitude, puisque comme vous pouvez le voir, autant la bougie de jeudi était plutôt encourageante puisqu'elle n'avait pas de mèche basse et qu'elle était verte. J'avais quand même signalé que le corps était un peu limité en taille et que la longue mèche haute était assez également preuve d'incertitude. Autant la bougie de vendredi, elle, est clairement une bougie d'incertitude avec sa mèche haute et sa mèche basse. Donc
dans le sens de ce que disent les chandeliers japonais. Et on a les éléments bien sûr techniques à considérer. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance est toujours haussière. Enfin, tendance générale, la moyenne mobile à 7 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate, la tendance de court terme est également haussière. La moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 200 jours sont toutes les deux haussières, donc la moyenne mobile à 50 c'est la tendance de fond et la tendance de long terme est également haussière, donc pas de doute pour l'instant, hein. Il faut bien considérer, comme on l'a dit notamment lors du webinaire qu'on a animé avec Alexandre Baradez, et je vous invite à la regarder, elle est disponible déjà, je mets le lien en dessous de la vidéo. Toutes les baisses sont normalement prétexte à acheter dans ces conditions où la tendance demeure haussière sur le fond, et les bandes de Bollinger également sont en train de délivrer un signal d'affaiblissement, puisque comme vous pouvez le voir, la Bollinger supérieure monte encore mollement, la Bollinger inférieure monte rapidement. Bref, ça veut dire que ça converge, et les convergences de bandes de Bollinger, normalement, et c'est encore plus vrai lorsqu'il y en a une qui monte et l'autre qui descend, annoncent une période de latéralisation. Donc ça va se jouer dans les tout prochains jours, mais encore une fois, la tendance haussière tend à s'affaiblir, même si elle reste haussière. Regardons maintenant les éléments techniques. Alors, j'ai rien de nouveau au niveau des éléments techniques, je vais même pas en parler. Simplement les volumes, des volumes qui sont en décroissance sur les 3 dernières séances, et qui montrent encore une fois le manque de conviction des investisseurs pour l'instant. On regarde maintenant on va passer justement au backtest du jour, et j'ai pris l'habitude maintenant le vendredi, en préparation de lundi, de backtester des choses sur l'unité de temps hebdomadaire, puisque encore une fois c'est particulièrement favorable à ceux qui n'ont pas eu le temps de faire de l'intraday et du trading sur des fréquences importantes. Et je vais revenir au setup qui est pas celui du Tradobull, qui est celui en fait de la réintégration des bandes de Bollinger. Alors comme vous le savez, on a déjà backtesté souvent ça d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez retrouver ça également dans le Pack to Trado. Mais lorsque l'on sort des bandes de Bollinger, que l'on clôture au-dessus des bandes de Bollinger, eh bien, à un moment ou un autre, on le sait, on réintègre les bandes de Bollinger. C'est le cas ici, vous voyez. Et là, vous voyez, on est sorti et puis on a réintégré. On est sorti des bandes de Bollinger, puis on a réintégré. Et on sait, encore une fois, pour avoir backtesté que sur le CAC 40, plus généralement que l'inverse, on va chercher la moyenne mobile à cette période. Et je trouve qu'il est intéressant de regarder ce que ça donne sur les données hebdomadaires, puisque comme vous pouvez le voir, c'est le cas actuellement. On a fait un T1, c'est-à-dire une première clôture au Bollinger, un T2, un T3, et là on a réintégré cette semaine. Est-il plus probable que l'on revienne sur la M7 et qu'on fasse contact avec la M7, ou alors au contraire qu'on aille plus haut que la plus haute des bougies du processus de sortie et de réintégration des bandes de Bollinger? Et le test backtest sera réussi si on va chercher la M7 comme on le fait généralement en données journalières. Le test sera perdu si on va plus haut que les plus hauts de la structure. Et c'est parti pour le backtest. Première occurrence ici, comme vous pouvez le voir, c'est un succès puisqu'on est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger. Est-on allé plus haut que le plus haut de la structure, ou est-ce qu'on est allé chercher la M7 d'abord? On est d'abord allé chercher la M7 d'abord, elle a même enfoncé pas mal. Mais bon, on regarde simplement la M7. Donc c'est un succès. Deuxième occurrence ici, et c'est également un succès. On est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger. Est-on allé plus haut que le plus haut de la structure qui nous a amené à faire ce backtest, ou est-ce que l'on est allé chercher la M7 d'abord? On est d'abord allé chercher la M7, c'est donc un succès également. Encore un succès, je vous montre simplement un échec. Donc ça fait 3 succès, 4 succès. Et voilà les échecs qui commencent. Alors là, vous voyez bien, on est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, voilà le plus haut de la structure. Est-ce qu'on est d'abord allé plus haut? Est-ce qu'on allait chercher la M7? On est d'abord plus haut, donc c'est perdu, comme c'est perdu également ici. Bon, ça nous fait donc 6 ou 7 occurrences, je ne me rappelle plus. Encore un échec, encore un échec, encore un échec, un succès, un échec, 2 succès, un échec.
encore un échec, 2 succès, 3 échecs, 2 succès, un échec, 2 succès, un échec, un succès, un échec, et ça y est, et c'est terminé. Ah non, pas du tout, non, c'est pas terminé, encore un succès. Ah oui, j'ai pas tenu compte des occurrences où sur la même bougie on réintégrait et on allait chercher la M7 parce que même si c'est un succès, ça nous sert à rien puisqu'on a déjà touché l'objectif. Donc il y en a 4 comme ça que j'ai enlevé de la liste. Et voilà le résultat final. Sur 30 occurrences, on arrive à 16 succès et 14 échecs. Autrement dit, un taux de réussite assez décevant de 53% de réussite et de 47% d'échec de la stratégie, alors que c'est bien inférieur à ce qu'on a trouvé sur le CAC en données journalières et ce que l'on peut trouver sur les données hebdomadaires d'ailleurs, hein, sur des actions et d'autres actifs. La moralité de cette histoire, c'est que, alors c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser en tant que tel, puisque c'est une stratégie qui ne fonctionne pas vraiment, on est vraiment trop proche de 50% ici. Mais ça vous invite à vraiment faire attention lorsque vous appliquez ce setup, hein, qui encore une fois a fonctionné en données journalières de manière très significative sur le CAC 40. Il faut comprendre que avant d'appliquer un setup qui fonctionne sur un marché sur une unité de temps, il est important de le backtester sur l'unité de temps et l'actif que vous vous apprêtez à trader, parce que sinon vous risquez de trader quelque chose qui historiquement ne fonctionne pas et ça serait quand même dommage de gaspiller vos sous durement gagnés sur quelque chose qui statistiquement ne doit pas fonctionner. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de vous montrer également ça parce que vous avez peut-être tendance, si vous débutez, à prendre pour argent comptant tout ce que je dis et le mettre en place sur n'importe quel actif sans vérifier avant que ce soit légitime. Voilà, on revient aux données journalières et sur les données journalières, il nous reste à voir l'Ichimoku. Et l'Ichimoku est toujours haussier, comme on peut le voir, on est toujours dans une situation où le nuage est ascendant. Alors, il est ascendant et la Kijun et la Tenkan sont toutes les deux en dessous des cours, donc c'est plutôt haussier, il n'y a pas de doute, hein. Mais attention parce que la Tenkan commence à s'aplatir, la Kijun commence à s'aplatir et ça peut être annonciateur, hein, d'un début de neutralisation de la tendance. En tout cas, ça mollit et ça ne fait que traduire l'attaque baissière à laquelle on a assisté et le fait qu'on végète en dessous des plus hauts. Donc c'est haussier, pas de doute, mais ça commence à mollir sérieusement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique, les trades du jour. Alors que peut-on faire? Alors si vous êtes haussier, si vous avez envie de trader à la hausse, bon, le problème, on le sait, c'est qu'on est vraiment tout près d'une résistance journalière. Donc normalement, si on considère qu'on risque d'avoir des difficultés dès le gap, s'il s'agit d'un gap de rupture et a fortiori sur la résistance, on risque d'avoir des problèmes des 0,44%. Où vous mettez votre stop pour avoir un ratio gain-risque super 1, c'est vraiment pas évident. Donc à titre personnel, si je devais acheter, j'attendrais que l'on corrige un peu plus, en particulier qu'on se rapproche du gros des supports, hein, à savoir le support hebdomadaire ici, support journalier. À ce niveau ici, imaginons qu'on ait une grosse baisse lundi, eh bien on peut envisager de viser donc 2,7% en mettant un stop très large en dessous des deux supports hebdo journaliers à 1%, 1,4%, vous avez un très bon ratio gain-risque. Ça serait pour ceux qui veulent effectivement acheter. Maintenant, ceux qui veulent spéculer à la baisse, vous êtes sur des bons niveaux de spéculation à la baisse là, hein, puisque on est proche du gap, proche de la résistance journalière. Si vous visez un retour sur le même support, à savoir 2,25% en mettant un stop au-dessus des résistances, même à 1,8% pour se donner de la marge, beaucoup de marge, vous avez un ratio gain-risque qui est super à 1, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme pour savoir, et il y a du nouveau, hein, par rapport à la bougie hebdomadaire, pour savoir où en sont les unités longues. L'analyse technique de l'or, il y a un pays qui a augmenté de 3 milliards ses réserves d'or et de change en une semaine. Je vous laisse trouver lequel. Et également la préparation de la semaine de trading pour indice, pour l'euro-dollar, pour les cryptos, où finalement vous apprenez comment je trade et comment je prépare mes scénarios. À demain pour la mise à jour.